Donc Mathieu Truchot et moi-même, Christophe Monnier donc de Smartview, on va essayer de vous présenter en moins de 30 minutes un concept qui s'appelle le management 3.0. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Si quelqu'un m'entend mal, qu'il lève la main, mais sinon c'est bon. OK. Donc le management 3.0 avec un sous-titre qui a été donné par l'auteur dont on parlera tout à l'heure qui est Developing Agile Leaders. Donc c'est très ambitieux, mais bon, c'est la philosophie sous-jacente derrière le management 3.0, c'est créer des managers agiles. Voilà. Alors, genre, de quoi s'agit-il? On n'est pas très originaux. On essaye de resituer le management 3.0 par rapport à ses prédécesseurs, donc le 1 et le 2.0, sachant que c'est une évolution lente et régulière. Il n'est pas arrivé par hasard. Donc, management 1.0, bon, Charlie Chaplin, on en a parlé, vous le connaissez tous. Il est encore vivant, hein, plus d'un siècle plus tard, il a la vie dure et il est résistant au changement. Bon, c'est un management qui est très hiérarchique, très vertical, vertical et même découpé verticalement et horizontalement avec un partage des tâches. Donc, on est sur l'hyper-spécialisation, ce qu'on appelle le taylorisme, hein, du nom de son inventeur. Donc, le pouvoir est hyper centralisé. Connaissance et pouvoir sont dans les mains de quelques personnes. Et les autres, la force de travail, comme on l'appelle, elle est là pour exécuter sans discuter. Donc, c'est un peu moyenâgeux, mais on le trouve encore. Moi, j'ai fait des stages il y a quelques dizaines d'années et on était en plein dedans, dans des usines, dans des ateliers. On retrouve encore aujourd'hui ce type de fonctionnement qui a aussi des avantages, mais voilà, qui est un petit peu daté. Et donc, dans ce mode-là, l'humain est au centre, l'humain, Pardon. pardon, est juste une ressource comme une autre, comme une machine ou comme un litre d'essence. C'est un moyen de production, ni plus ni moins. Management 2.0, alors là, on fait un saut qualitatif incroyable. On est à la fin du XXe siècle. C'est Peter Drucker qui ne l'a pas baptisé comme ça, mais qui l'a conçu. Il a mis l'accent sur les humains, sur la connaissance humaine, et donc il a parlé le premier de ce qu'on appelle des knowledge workers, donc des travailleurs du savoir. Pour Peter Drucker, en fait, il est évident que la plus grande valeur en fait, d'une entreprise, ce n'est pas ses murs, ce n'est pas ses machines, ce n'est même pas ses capitaux, c'est ce qu'il appelle du capital immatériel, c'est-à-dire les humains et donc le savoir et le savoir-faire de ses salariés. Donc ça, c'est quand même une petite révolution. Et du coup, en fait, on voit apparaître à la fin des années 70 et une accélération incroyable au début des années 2000. Donc, vous voyez, c'est un peu lent tout ça. Avec le Web 2.0, les outils collaboration, etc., on voit apparaître ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc, dans le management 2.0, on est sorti de la préhistoire et donc l'humain est vraiment au centre de la création de valeur. Ça nous amène au 3.0 dont on va parler en détail. Alors là, une brève présentation. Le terme est déposé par un auteur hollandais, on en reparlera plus tard, qui s'appelle Jürgen Appelo. Donc, c'est son moment de gloire, hein. Il invente ce concept-là. En fait, il n'invente rien, on va dire, il remixe un certain nombre de concepts, mais bon, il a le mérite d'avoir inventé ce mot-là, 3.0. Avec le 3.0, on est dans un management très horizontal, très participatif. La collaboration est la règle, donc c'est l'extension du 2.0 de ce point de vue. La responsabilité dans l'entreprise, elle est distribuée. Les décisions, elles sont décentralisées au maximum, au plus proche du terrain. On verra pourquoi tout à l'heure. Et donc, on a des équipes qui sont auto-organisées. On va travailler à fond sur l'amélioration continue de l'organisation. Donc, l'organisation n'est jamais finie. Elle est en permanente évolution et adaptation. Et on va retrouver des concepts assez forts autour de l'agilité, comme le lean ou l'optimisation. Voilà. Donc, dans le management 3.0, en fait, tout le monde est responsable. Le manager n'est plus au centre du jeu, ce sont les salariés. Et donc, l'humain a toute la responsabilité de la création de valeur. Voilà. En résumé, avec Mathieu, on a fait un petit tableau pour schématiser ce transfert de pouvoir du management 1.0 vers le 3.0. Dans le 1.0, les managers avaient tout le pouvoir et la connaissance. Les managers étaient des simples ressources. Dans le 2.0, le pouvoir restait au manager, mais la connaissance devenait vraiment le centre le manager était au centre des connaissances, les knowledge workers. Et dans le 3.0, on va au bout du cheminement. Le manager devient un facilitateur, un simple chef d'orchestre. Il n'a plus le pouvoir et il n'a plus la responsabilité de la création de valeur qui sont maintenant aux mains des managers. Donc, vous voyez la révolution copernicienne en l'espace d'un siècle
facilité par les outils logiciels du Web 2.0, de l'Internet, etc., naturellement, le pouvoir et les connaissances ont complètement changé de camp. Alors, pour situer un tout petit peu quand même ce que c'est que le management 3.0 dans le temps imparti, en fait, il est découpé, il est posé, on va dire, sur 6 piliers. Alors, c'est plutôt des tentacules. Alors, après, je vous laisse comment dire, votre avis sur le côté esthétique de la pieuvre. Mais bon, cette pieuvre, c'est Jürgen Appelo qui l'a inventée. Il l'appelle Marty, il l'a baptisée. Et donc, ces 6 tentacules, en fait, sont les 6 piliers du management 3.0. Alors, on va retrouver des choses autour des personnes, notamment dynamiser les personnes, donc leur donner le pouvoir, hein, c'est les autonomiser, responsabiliser les équipes. Donc, le manager dit aux équipes, c'est vous qui faites, moi je vous aide, à vous de jouer. Il leur donne les clés du camion. Aligner les contraintes, c'est un peu moins parlant. En gros, c'est mettre les équipes en capacité de produire de la valeur. Donc, c'est les protéger, les protéger d'un environnement managérial qui peut être toxique par ailleurs. Donc, leur donner vraiment les moyens de travailler sereinement, de faire de la qualité, mais sans être tout le temps soumis au jugement des autres. Mais c'est aussi leur donner un cadre de travail clair qui va leur permettre de s'épanouir. Donc, c'est gérer un petit peu l'ambiguïté de ce management très responsabilisant, c'est aussi de donner des assurances, et donc créer un cadre protecteur, mais aussi un cadre clair sur ce qu'on attend de l'équipe. Un autre pilier, c'est de développer les compétences. Dès lors qu'on dit les salariés créent la valeur, sont responsables, il faut quand même donner les moyens de ces ambitions. Donc, il y a un gros accent qui est mis sur la formation, l'auto-formation, pour que les équipiers soient au bon niveau pour produire ce qu'on attend d'eux. Et puis, développer les structures. Le management 3.0 n'oublie pas la difficulté qu'il va y avoir de réorganiser, de simplifier l'organisation pour passer d'un mode très vertical à un mode très horizontal. Effectivement, il va falloir casser et recréer des structures. Et enfin, et surtout, j'allais dire, le management 3.0 se met dans une posture d'amélioration continue, donc améliorer le tout. On va retrouver la logique d'amélioration de la route Deming, que vous connaissez sans doute, qui fait qui est un des concepts clés de l'agilité, c'est considérer que l'organisation n'est jamais finie, elle est toujours en amélioration. Alors, pourquoi le management 3.0 ? On pourrait se dire, finalement, 2.0, c'était déjà pas mal. En fait, c'est un concept, si vous devez retenir un seul point de cette conférence. Pourquoi est-ce qu'on est allé vers le management 3.0 ? C'est pour faire face à la complexité. La complexité du monde, la complexité des équipes, l'arrivée de nouvelles générations qui demandent plus de sens et moins de contraintes, etc., etc. Donc, tout ça est très compliqué pour un manager à l'ancienne, d'une cinquantaine d'années, qui a eu les 2 pieds dans le taylorisme et puis qui a vu arriver Internet. C'est super compliqué de faire face à cette difficulté-là. Donc, l'objectif du management 3.0, sa vocation, c'est de simplifier la complexité. Donc, déjà, de la décomplexifier ce qui peut être décomplexifié, décentraliser, donc donner le pouvoir et la responsabilité aux équipes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le raisonnement, il est simple, c'est de dire, puisqu'on est dans un monde complexe, dans un monde à forte incertitude, les 2 dernières années ne le démentent pas, hein, avec le Covid et la crise en Ukraine, on est en plein dedans. Puisque c'est si compliqué, le manager doit renoncer à tout maîtriser. Par contre, pour quand même faire face, il doit donner le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain, qui voient ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un changement d'attitude. On passe d'un mode centralisé qui était fait pour penser à la place des autres et pour planifier, à un mode finalement où on renonce à cette planification et on dit aux gens, OK, c'est compliqué, ben on vous fait confiance et c'est vous qui voyez ce qui se passe et c'est vous qui prenez les décisions au plus proche du terrain. C'est ça le management 3.0. L'amélioration continue, j'en ai parlé, c'est de se dire, OK, on va faire un truc qui est imparfait, mais on va l'améliorer au fur et à mesure du temps, on va coller aux contraintes et aux risques et aux difficultés, et on améliorera. Et s'il faut casser la structure 50 fois, on le fera 50 fois. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on n'est pas sur des grandes réorgs à 5 ans, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ce que dit le management 3.0. Du coup, et après, je passerai la parole à Mathieu. D'où ça vient? Je l'ai dit, il n'y a pas d'un seul coup une génération spontanée de management 3.0, c'est une évolution lente des mentalités, des contraintes et de la complexité dans les entreprises.
Et puis, et c'est là que ça devient un peu bizarre, c'est qu'en fait, le management 3.0, il est aussi et surtout issu du développement logiciel agile. Donc, vous allez me dire quel rapport, ben, Mathieu va nous expliquer un peu plus pourquoi. Et donc, c'est intéressant de dire ça parce que Jürgen Appelo lui-même, donc l'auteur du bouquin Management 3.0, c'est un bouquin que vous pouvez trouver à la FNAC ou ailleurs. Euh, En fait, il a été lui-même développeur, donc il a fait du software. Il a été Scrum Master, donc il a fait de l'agile, du Scrum, du Kanban. Et donc, en réalité, il a construit ce management 3.0 avec une espèce de métaphore en fait, de ce qu'on fait dans les projets agiles en développement. Il s'est dit, puisque ça marche dans les projets de développement agile en software, eh ben, on va essayer d'extrapoler ça. Il a gardé le paradigme de Scrum et des itérations et de l'amélioration continue et de la responsabilisation. Il s'est dit, on va monter d'un étage et on va essayer de copier-coller ce modèle qui fonctionne dans le développement et on va essayer de le faire fonctionner au niveau du management et de l'entreprise tout entière. Donc, c'est un pari et c'est ce qu'il essaye de démontrer. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de l'agilité, etc. Mais vous avez les 4 grandes valeurs, les individus et les interactions, plus que les process et les outils. Des logiciels qui marchent, donc en gros le pragmatisme plutôt que la documentation, des choses qui fonctionnent plutôt que de la doc que personne ne lit, la collaboration plutôt que la négociation, et l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Vous voyez, ces 4 grandes valeurs de l'agile, hein, du manifesto agile, on pourra en reparler si vous voulez dans les questions-réponses tout à l'heure. C'est ça aussi un des fondements du management 3.0, c'est qu'on met vraiment l'accent sur l'humain, sur les interactions humaines, sur ce qui se passe vraiment sous le capot, plutôt que ce qui se passe dans le plan. Donc, en gros, la pratique l'emporte sur la théorie. Et l'amélioration continue, c'est la clé de voûte de tout ce système. Voilà une autre diapo qui dit la même chose. Je te propose qu'on bascule sur la diapo suivante. Ouais. Voilà. Et je te passe la main, Mathieu. Ok. Donc voilà, donc comme disait Christophe, pardon, il y a des fortes similitudes, même puisqu'on peut dire que le management 3.0 s'est largement inspiré des méthodes de développement agile, notamment Scrum, avec les 4 principes qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire donner la responsabilité aux équipiers de terrain pour être mieux en prise avec les vrais problèmes, renforcer les équipiers donc à travers des plans de formation, une autonomie et aussi des opportunités pour ces équipes de se former, de s'améliorer et d'améliorer aussi du coup l'organisation, les méthodes et les outils qu'ils utilisent au quotidien. Et le prérequis de tout ça, c'est faire confiance aux équipiers et les protéger. Du coup, le rôle du manager évolue vers un rôle un peu de Scrum Master, c'est-à-dire qu'il est là pour l'équipe, pour servir l'équipe, lever les contraintes et un peu gérer les relations entre l'équipe et son environnement. Et du coup, on arrive à l'idée plutôt que de diriger individuellement des personnes en leur disant au quotidien qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, plutôt expliquer, diriger le système en expliquant aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire en leur laissant le choix du comment. C'est un peu l'idée aussi qu'on retrouve dans l'entreprise libérée d'Isaac Getz, pour ceux qui ont l'occasion qui est un peu creusé dans cette littérature. Du coup, vous nous voyez peut-être venir. Pourquoi on vous parle de management 3.0 alors qu'on est dans le groupe de travail méthode et outils? C'est parce que d'expérience, ça nous a semblé utile de remonter en fait d'un cran. Moi, mon expérience personnelle, c'est vrai qu'on n'a pas fait de tour de table, mais moi, je suis consultant Atlassian, donc on intervient chez nos clients pour mettre en place notamment Jira et Confluence, qui sont des outils de développement et de gestion de projet pensés pour l'agilité. Et des fois, on a des clients qui nous disent, bah voilà, moi, l'agilité, j'en entends parler de partout, c'est la mode, je veux y aller, parce que de toute façon, pour recruter, j'ai pas le choix, mes développeurs veulent bosser en Scrum. Donc, je vais mettre Jira en place et faire des sprints. On ne peut pas transformer, nous, notre conviction et un peu notre retour d'expérience par rapport aux années qu'on a d'expérience de ce type de projet, c'est qu'on ne peut pas transformer une organisation simplement en jouant sur les méthodes et les outils. Les outils et les méthodes reflètent en réalité les valeurs de la culture de l'organisation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va mettre des outils de développement agile qu'on va faire du développement agile. Il y a vraiment besoin d'un peu de mettre d'abord en cohérence le mindset et la culture de l'entreprise avec les valeurs de l'agilité. Ça ne sert à rien de dire on va travailler en Scrum si c'est toujours le DSI qui décide globalement de la roadmap et va faire une planification ultra fine des travaux de chaque équipe. Voilà.
l'idée du management 3.0 qui nous plaît bien dans cette idée. L'idée, c'est pas c'est pas une doctrine. C'est simplement un moyen d'aligner l'organisation, les méthodes et les outils. Et de se rappeler quand on met en place des outils et des méthodes, que d'abord, en fait, le facteur clé de succès de ce type de projet, c'est la valeur et les valeurs qui sont portées par l'organisation et surtout la culture commune que va porter l'organisation. Si on est si on a une entreprise qui travaille de façon tayloriste depuis plus de 150 ans, c'est pas la peine tout de suite essayer de la basculer sur des outils et des méthodes agiles brusquement. C'est un peu l'idée de la pyramide agile qu'on a choisi de vous présenter. C'est de dire, en fait, on part du mindset agile, c'est-à-dire on est ouvert au changement. On se focalise sur la valeur qu'on livre. Et voilà, on décline, qu'on va ensuite pouvoir décliner sur les valeurs les valeurs de l'agilité, mais aussi les valeurs qu'on va porter dans l'entreprise et les principes de management et d'organisation qu'on va appliquer. À partir de ces 3 niveaux, on va dire, supérieurs, on va pouvoir derrière décliner des frameworks, des méthodes et des pratiques, du coup. Donc, les 2 derniers, en fait, vont inclure les outils qu'on va mettre en place, qui vont être cohérentes avec l'entreprise et surtout qui vont nous permettre, nous, on va dire, équipe projet, équipe de run de l'informatique, de travailler, de collaborer et un peu d'améliorer, de livrer des logiciels de meilleure qualité ou de faire du support de meilleure qualité et surtout de transformer son organisation pour aller vers plus d'agilité, plus de réactivité et surtout pouvoir voilà, réagir de façon beaucoup plus optimale au changement. On l'a vu, Christophe a évoqué les 2 dernières années avec voilà, un peu la pandémie qui nous est tombée dessus. Là, on a la guerre en Ukraine. Mais ça peut être des événements beaucoup plus mineurs, ou comme par exemple le RGPD, qui a vraiment bouleversé, je pense, énormément de roadmap de beaucoup d'entreprises. Et du coup, ces entreprises-là, si on était dans un management 1.0 avec une roadmap définie par le DSI, avec des gants dans tous les sens, comment on va réorganiser quand on est dans un monde où les contraintes évoluent, les objectifs évoluent, comment on se réorganise et comment on s'adapte en fait à tous ces changements exogènes. Donc voilà. Donc pour s'adapter, on a besoin d'outils, on a besoin de méthodes, mais ces outils et ces méthodes globalement vont nécessiter d'avoir un mindset, des valeurs et des principes d'organisation adaptés dans l'organisation. Voilà. Je te repasse la main, Christophe, pour les 6 branches du management 3.0 et les exemples qu'on a mis derrière. Ok, alors on disait tout à l'heure, on a un temps imparti qui est faible, donc on va essayer plutôt que de rentrer dans chaque une des branches et de vous ennuyer, on va essayer d'illustrer plutôt quelques-unes de ces branches à travers des cas très concrets qu'on a vécu avec Mathieu chez Smartview, d'outils ou de projets. Alors, le cas vraiment le plus emblématique, on a commencé à en parler, planification versus adaptation. Le management 3.0 amène une culture de l'adaptation, de l'amélioration continue. Donc, en termes culturels, vous voyez bien qu'il y a une opposition assez flagrante entre la vision classique, on va dire, du taylorisme ou management 2.0, qui est de dire on prévoit, je crois que c'est gouverner, c'est prévoir, dit l'adage, ok, peut-être, mais quand il y a la guerre en Ukraine ou le Covid, ça, je suis désolé, personne ne l'avait prévu. Donc, c'est bien de s'adapter. Donc, on est sur un changement culturel majeur qui est de dire il est préférable de bien s'adapter vite au niveau du terrain que de planifier dans une tour au 50e étage à la Défense. Donc, vous voyez bien que ça attaque le sujet du Gantt, qui est historiquement quand même, avec MS Project, on va dire le référentiel du chef de projet PMI des années 80-90, voire même 2000. Le Kanban, avec sa vision beaucoup plus pragmatique, avec un système qui est complètement organisé, avec des tickets, je pense que vous avez tous fait déjà des Gantt, peut-être des Kanban, pardon, sans le savoir, ou en le sachant, avec des post-it, déplacer des post-it sur un tableau. Et ça, c'est tout à fait un système qui est auto-organisé, décentralisé. Ce sont les ressources du groupe qui déplacent les tickets, qui font avancer l'information et qui montrent au management ce qui se passe vraiment sous le capot, et non pas le contraire. Là où un MS Project décrit la théorie de ce qui devrait se passer,
le Kanban décrit la réalité de ce qui se passe. Donc, on est vraiment dans deux mondes différents. Et aujourd'hui, Kanban, évidemment, s'impose par rapport à une vision Gantt qui est de plus en plus dépassée. Et aujourd'hui, plus personne n'ose dire que le Kanban, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gens utilisent du Kanban. Ça ne veut pas dire que la vision Gantt est inutile, je ne suis pas en train de dire ça, mais ça veut dire qu'il faut vraiment la restreindre à des projets ou à des situations où la planification est possible. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, dans le monde actuel, la grande majorité des projets ou des sujets ou des produits qu'on développe ou des services qu'on met en œuvre sont soumis à très forte incertitude. Donc, le Kanban s'impose comme une solution, la meilleure solution, en tout cas, pour faire face à l'incertitude. Donc, vous voyez, le management 3.0, sa ramification, là, ça va être amélioré en permanence, aligner les contraintes. On va la retrouver très concrètement dans le choix d'un Kanban plutôt que d'un MS Project pour piloter un projet, par exemple. Alors, du coup, Mathieu, je t'ai piqué ton sujet, je te laisserai le troisième. Ouais, c'est bon, c'est un peu. Ouais. Je m'en suis pas rendu compte. Non, c'est moi qui. Ok, je suis désolé. On a une deuxième illustration avec Mathieu, c'est celle d'un modèle qui a fait fureur il y a une dizaine d'années maintenant, ça passe vite. Peut-être que certains vous le connaissez, ce qu'on appelle le Feature Teams. Alors, Feature Teams, c'est un concept un peu fumeux. Ça a été inventé par Spotify, hein, qui est la société qui met à disposition de la musique, hein, un concurrent de Deezer, que je ne vous présente plus. Et en fait, chez Spotify, ils avaient des problèmes pour développer leurs produits. Ils se rendaient compte que leurs équipes fonctionnaient mal. Justement, ils étaient plutôt en mode planifié et ça ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui coinçait. Et donc, ils ont beaucoup réfléchi sur la manière d'organiser les développements de leurs produits, leur outil SaaS. Et ils se sont dit, finalement, le mode silo, la répartition du travail en équipes séparées pour faire avancer le produit, ça ne marche pas. Et donc, on est passé à un modèle, on va dire classique, où on distribuait le travail, un cycle en V, etc. Il y avait déjà de l'agile, mais ça ne suffisait pas. À un modèle de matrice, si tu veux bien, Mathieu, présenter la matrice derrière, comme ça je vais pouvoir tout dire dessus. Voilà. Un modèle, ce qu'ils appellent des tribus, donc des tribes. Une tribu, en fait, c'est une petite équipe qui est pluridisciplinaire, qui a toutes les capacités. Donc, il y a des développeurs, des testeurs, il y a des PO, donc Product Owner, donc des gens qui sont référents produits pour la partie du sous-produit qui est en compte. Et donc, vous avez comme ça verticalement des équipes, des tribus qui sont capables de tout développer, de tester, de mettre en prod, du DevOps avec de l'Agile, avec du Scrum, on ne rentre pas dans le détail. Et donc, toutes ces équipes, bien sûr, il va falloir les synchroniser. Donc là, on va parler d'agile à l'échelle, peut-être de safe, etc. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est cette verticalité, mais c'est aussi l'horizontalité. Ils se sont rendus compte que c'était mieux d'organiser par équipe par rapport aux produits, donc feature teams, hein, des équipes par rapport à des features, par rapport à des fonctionnalités. C'est la première dimension. Mais il y a aussi, ils n'ont pas délaissé la deuxième dimension, qui est celle de la connaissance, de l'expertise, à travers l'organisation en chapter et en guild. Alors, sans rentrer dans le détail, un chapter, par exemple, ça pourrait être l'ensemble des développeurs. Ils sont organisés autour d'un chapter, des développeurs Java, par exemple, ou des développeurs PHP. Ça peut être aussi un chapter des testeurs qui vont… Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont partager la connaissance, le savoir-faire, les règles, les bonnes pratiques qu'ils ont acquises chacun dans leur tribu pour mettre à disposition de leur tribu respective les REX des autres. Tiens, tel framework est plus efficace. Tiens, cet outil de gestion de conf est plus performant, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que le management 3.0 est concerné? En réalité, on est à fond dans la logique d'adapter la structure. Spotify a choisi cette structure qui correspondait le mieux à ses enjeux en termes de création et d'évolution de ses produits. Et on est à fond aussi, à travers les chapters, dans le renforcement des compétences. Vous voyez, les personnes du même chapter ou de la même guilde, la guilde, elle va au-delà des tribus, elle est intertribu. C'est vraiment la gestion des connaissances qu'on va appeler les communautés de pratique. Voilà. Donc, on peut réagir juste sur ce sujet-là. Oui. Moi, je m'interpelle, le sujet m'interpelle toujours des tribus, etc., et de l'agilité à l'échelle. Oui. Mais là, on présente quand même des équipes de tribus de 30 personnes. Oui. Ouais, on n'est plus dans des petites équipes, on est vraiment sur des très grandes équipes. C'est pas trop notre contexte. En tout cas, moi, c'est pas mon contexte. Hein. Avoir des équipes de 30 personnes, fois deux,
Alors, effectivement, je n'ai pas parlé de la notion de squad, hein. Vous voyez, en fait, l'équipe verticale avec le product owner en haut, c'est une squad. Donc, c'est une équipe qui se rapproche en général plus de l'équipe agile, dans ce qu'on appelle la pizza party, entre 5 et 7 personnes. Peut-être que ça se rapprochera plus de Ouais, mais votre… surtout, là, ce que je comprends, c'est que c'est effectivement un ensemble de développeurs qui ont pour objectif de développer un produit unique. Oui, Si je prends l'exemple des DSI, on est plutôt à l'envers, c'est-à-dire qu'on a 200 produits et globalement, chaque tribu, enfin chaque squad sous sa responsabilité plusieurs applicatifs. Donc j'ai du mal, moi, à voir, enfin je trouve toujours très intéressant sur le papier, dans des cas très spécifiques de très grands éditeurs, ça peut être très intéressant effectivement derrière. J'ai toujours du mal à voir dans le quotidien d'une DSI, et non pas d'un éditeur logiciel, oui. en quoi cette organisation peut être utile, alors que le jeu de contraintes n'est pas je dois produire un logiciel. Je dois rendre un service à mes utilisateurs internes. Ok, alors déjà c'est une bonne remarque parce qu'il n'est pas du tout dit que le feature team de Spotify soit adapté à votre contexte. Donc ça c'est la réponse macroscopique. Il y a une autre réponse qui me vient, mais là, il faudrait qu'on en parle plus en détail. Il y a vraiment la notion de projet versus produit. Dans les DSI, souvent, en tout cas celle que je connais, l'approche est plutôt une approche de portefeuille de projet. Je ne parle même pas du run, hein, mais je parle du build, d'une approche par projet, donc une logique PMO. Et effectivement, on a du mal à raccorder ça avec la notion de feature ou de produit, de fonctionnalité. C'est une question qui doit se poser. Si vous, par exemple, vous avez une grosse application, soit spécifique ou un gros logiciel paramétré pour vous, est-ce qu'il faut considérer son évolution comme une suite de projets ou est-ce qu'il faut considérer cet applicatif comme un produit, au même titre que Spotify? C'est une question. Je n'ai pas la réponse, Ouais, mais dès lors qu'on… Vous voyez ce que je veux dire? ouais, c'est un peu mon sujet d'actualité en ce moment parce que j'en ai deux énormes. Mais même sur les deux énormes, au final, en termes de développeurs, je vais avoir 3 développeurs. Oui, Donc, ok. Oui. faut pas oublier que 40 personnes, ça commence quand même à coûter, à se compter en plusieurs millions d'euros à l'année. Bah là, on Tout n'est à pas en fait. train de parler d'un budget simple, quoi. Alors, pour vous dire, là, je prends un cas Spotify parce que c'est eux qui ont, on va dire, modélisé mais ce que je décris là peut tout à fait fonctionner dans une équipe de 5 personnes qui développe, qui maintient un produit XY. Donc, Ouais, mais c'est là ma question. oui, C'est, mis à part le fait de se faire plaisir, je suis désolé, hein, je suis un peu il n'y a pas de caricatural. souci, j'ai l'habitude. Mis à part le fait de se faire plaisir, de dire qu'on fait de l'agile avec des chapitres, des tribus, des guildes, Mhm. et qu'on est super à la mode, au final, il y a toujours 4 personnes. Oui, Donc, ils vont tous faire partie de la même guilde, ou alors ils vont peut-être être 2 à travailler ensemble dans une guilde ou dans un chapitre tout seul dans leur coin. Il y a des communautés qui peuvent exister, des communautés d'applications, mais j'ai du mal à voir en quoi ça peut se décliner facilement dans des équipes, alors je vais le dire comme ça, à taille humaine. Alors, Et sur une équipe, je le prends simple, une DSI de 20-30 personnes, il y a déjà la moitié qui fait de l'infrastructure, donc ça se positionne pas. Et d'ailleurs, comment l'infra peut bénéficier d'un management 3.0, parce que on peut le voir dans tous les sens, à un moment donné, il faut quand même que la prod tourne. Et donc on est plutôt sur la partie dev, et sur la partie dev, c'est-à-dire que majoritairement, il y a 10 personnes. J'ai du mal en fait à voir la non, mais si vous déclinaison voulez, on opérationnelle. pourra en parler hors conférence. Je comprends mais vos moi, remarques, juste pour mais faire un juste, petit, si je peux me permettre de compléter, Christophe, je t'en prie. avec notre expérience à nous qu'on a mis en place chez SmartView, parce qu'on est un peu, alors on est une petite SmartView, on est une trentaine, hein, répartis entre Lyon, Montpellier et Paris. On a une organisation, on ne va pas dire qu'on fait de la feature team, mais on peut dire qu'on s'en rapproche quelque part, parce que globalement, on a 3 grands domaines d'intervention sur les outils. Moi, je suis consultant Atlassian, par exemple, j'ai des collègues consultants Microsoft, consultants Power BI, d'autres qui font de l'agilité. On a parfois des missions qui nécessitent l'intervention de plusieurs compétences. On va dire, on va intervenir avec un coach agile, un consultant Atlassian et puis un consultant Microsoft pour intégrer ce qu'on va faire au reste du SI. Dans ce cas-là, on va retrouver cette organisation un peu comme ça, avec un PO qui va travailler en fait sur concrètement la tête de pont et le contact avec le client qui va nous servir en fait à prioriser, organiser notre backlog, organiser les actions.
une équipe projet multidisciplinaire qui correspondrait en fait à la notion de squad. Et après, nous, on a nos… en fait, donc du coup, moi, au quotidien, je vais travailler avec mon collègue coach agile, mon collègue consultant Microsoft. Par contre, on a des instances, on a des moments en fait de partage de connaissances entre consultants Atlassian, où on va faire des points hebdomadaires, on va dire, on partage, nous, ce qu'on a fait, nos retours d'expérience, les nouvelles choses qui sont sorties sur Atlassian Cloud, etc. Vraiment des moments d'échange entre pairs, entre experts d'un domaine bien particulier qui correspondent à la notion de chapter, en fait. Et on a une troisième dimension, une dimension de cercle, où on va faire, par exemple, on a un cercle marketing-commerce, on a un cercle formation, on a des cercles outils, où là, c'est un peu la notion guilde, où on va se rapprocher, où c'est la participation est libre sur la base de volontariat. Et on va s'intéresser, voilà, c'est sur la base qui s'intéresse aux outils, par exemple pour SmartView, qui veut s'intéresser à la formation, aux façons de former nos collaborateurs, etc. Et c'est un peu la notion de guild qu'on retrouve en plus gros chez Spotify. Donc voilà. Et alors, c'est simplement l'idée de… Voilà, allez-y. Et donc, mais ça j'entends, mais donc pour moi, il y a une petite interrogation. C'est là, on est plutôt en train de parler d'auto-animation et de management de projet. Si une guilde ne marche pas bien, qui est responsable? C'est la guilde. Tout le monde. C'est la guilde. Oui. On a tout le monde. Exactement. Et on a dit, par exemple, je prends le cas, on avait lancé une guilde off pour réfléchir, enfin un cercle off, pour un peu essayer de réfléchir à quelles sont les offres de demain de SmartView. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de matière voilà, que le cercle ne vivait pas, on ne produisait rien d'intéressant. On a arrêté, c'est aussi dans les notions, dans les valeurs de l'agilité, de dire on tente des trucs. On sait que sur 5 projets qu'on va lancer, il y en a 3 qui vont se voter. C'est pas grave, on l'accepte. Et à la limite, ça fait partie des valeurs fortes de l'agilité, qui est le droit à l'erreur. De dire si un cercle ne marche pas, on ne tombe pas à bras raccourcis sur tous les mecs du cercle. On essaye de comprendre pourquoi le cercle n'a pas marché et de se dire tiens, le cercle off n'a pas marché. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est porté par d'autres sujets, on n'a pas la main dessus en fait. On n'a pas les leviers nécessaires. Voilà. Et alors, parce que ce que vous êtes en train de mettre en évidence là, c'est l'articulation entre le management hiérarchique et le management, on va dire, fonctionnel, transversal. En quoi ce type d'organisation peut aider à résoudre ce dilemme? Parce que c'est toujours le dilemme de nos organisations actuelles. Hein. C'est-à-dire ? Je ne sais pas si j'ai compris la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, une entreprise n'est pas une entreprise philanthropique. Tout à fait. Donc, il y a toujours un management hiérarchique. Il y a toujours un lien de subordination. Oui. Il y a toujours, et dans ce lien de subordination, il y a notamment la notion de rétribution financière, qui est quand même l'alpha et l'oméga de pourquoi on travaille à un moment, et qui est donc décidée par le management hiérarchique. Oui. Or là, c'est une organisation pour gérer la motivation personnelle des collaborateurs sur un management plutôt fonctionnel de comment est-ce qu'au quotidien, ma vie va bien se passer, qu'on va être plus productif, et que pour le bien de la société, pour le bien des uns des autres. Tout à fait. Alors, je vous l'avais peut-être prévu après derrière, c'est comment est-ce que cette articulation entre le management hiérarchique et le management fonctionnel, qui ne sont pas forcément les mêmes personnes, peut être simplifiée dans une organisation de cette nature-là. Quand c'est petit, sur des petites équipes, c'est simple, parce que généralement, le management fonctionnel, c'est le management hiérarchique. D'où ce que vous disiez, qui est, à un moment donné, dans les toutes petites DSI, c'est le DSI qui fait la backlog, qui fait tout du sol au plafond, et puis, mais il ne le fait pas à son titre de manager hiérarchique, il fait au titre plutôt de super PO, super machin, driver derrière. Mais dans des organisations où un DSI ou un manager hiérarchique n'est pas impliqué au quotidien dans la vie d'une tribu, la vie d'une guilde, la vie d'un chapitre, comment est-ce que vous articulez, comment est-ce que vous, de votre retour d'expérience et de vos conseils vis-à-vis des clients, vous l'articulez? Parce que c'est pour moi un peu le cœur du management 3.0. Hein.
En fait, on est tous managers ou managers de quelqu'un. Donc, en fait, ce qu'on dit là, on était sur un exemple Spotify avec du développement logiciel, mais vraiment, l'idée du management 3.0, c'est d'extrapoler ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout restreint à l'environnement du dev logiciel. On est en général, dans des entreprises, on crée soit des produits, soit des services. Et donc, le management 3.0 a l'ambition de s'adapter à n'importe quel type d'activité, n'importe quel type d'organisation. Donc, je disais, on est toujours manager ou manager de quelqu'un, enfin presque tous, à part celui qui est en bas de l'échelle, mais comme il n'y a plus d'échelle, on est tous manager-manager. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur je vois bien comment ça marche à une petite échelle, en fait, ça marche à toutes les échelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui manage 10 ou 15 personnes dans ce mode-là, il a des objectifs, il a un salaire, il a des entretiens annuels, mais c'est parce que son équipe est performante qu'il va pouvoir rendre compte du résultat positif. Et du coup, son manager à lui ou à elle va aussi prendre confiance dans ce modèle. Donc, c'est lent, c'est progressif, mais c'est fondé sur des résultats, en fait. Ce qu'on raconte, c'est pas du tout une mode. Non, mais Moi, ce que je je dirais, trouve ça intéressant. c'est que Est-ce que l'hypothèse. le manager, Ouais. ouais. Si je peux me permettre, juste, En- en fait, l'idée derrière, c'est que le manager hiérarchique abandonne une partie de son pouvoir de manager opérationnel à l'équipe. C'est très bien décrit. Je reviens, j'avais mentionné tout à l'heure Isaac Getz qui a écrit L'entreprise libérée. Il explique bien en fait le renversement de ce paradigme, qui est de dire le manager va fixer un objectif, mais ne va pas dire à l'équipe comment atteindre cet objectif. Il va lui demander de quoi vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Je sais pas si Là, il y aura une négociation. Il y aura une négociation sur ces voilà. moyens. Est-ce qu'on les a? Est-ce que c'est trop? Si vous prenez, si vous prenez l'exemple, je suis désolé, hein, je suis pénible sur ce sujet-là parce que c'est mon sujet d'actualité. Je suis en pleine EIM en ce moment, enfin en entretien annuel en ce moment. À un moment donné, c'est toujours, j'entends ce que vous dites sur le manager hiérarchique, délègue une partie de son pouvoir au manager opérationnel, c'est très logique et plutôt normal. Dans ce dispositif, l'équipe d'une tribu, d'une guilde, etc., n'est pas sous responsabilité hiérarchique d'une seule personne. Donc, sa performance à lui d'équipe est dépendante de la performance collective, mais de données sur lesquelles lui n'a pas de matière à faire derrière. Alors, grosso modo, tous les managers de façon hiérarchique et opérationnelle sont tous confrontés à ça depuis des années dans tous les sens. La question, c'est en quoi est-ce que ce type de mécanique, ce type d'outil, peut-être, c'est peut-être pas un outil, peut-être moi qui ne comprends pas, hein, peut aider effectivement à décloisonner, parce qu'à un moment donné, qu'on tourne dans tous les sens, c'est le manager hiérarchique qui décide des augmentations. Ouais, mais après, il y a l'objectif. Alors, là, on a quand même dit qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension verticale et horizontale. Donc, la dimension, si on va dire, si on cherche à retrouver, à se raccrocher à un modèle historique hiérarchique, la première dimension, c'est quand même celle de la squad et de la tribu. C'est-à-dire, soit l'équipe produit un logiciel de qualité qui fonctionne, soit pas. Donc, là-dessus, elle est jugée. La deuxième dimension horizontale, elle n'est pas hiérarchique du tout. Elle est une dimension d'expertise, de partage. Donc, on pourrait presque parler d'égoïsme compatible si on veut vraiment aller au bout des choses. C'est-à-dire, entre les squads et les tribus, le fait de partager de la connaissance, d'avoir des communautés d'experts qui collaborent, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas marqué c'est pas une nécessité absolue. Mais par contre, ça porte ses fruits. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a aussi une dimension horizontale de collaboration, de partage d'infos, etc., que chaque squad, chaque tribu est meilleure, en fait. Donc, il y a pas, tout n'est pas organisé par rapport à la hiérarchie. Tout est organisé par rapport à l'efficacité. Et la hiérarchie en bénéficie. On ne dit pas que c'est simple. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on vend ce modèle management 3.0. Nous, on ne vend rien du tout. On le présente. Et bien sûr qu'il n'est pas parfait, bien sûr qu'il a aussi à la limite, à la frontière, des défauts ou des difficultés à s'imposer ou à se mettre en place. Mais nous, la tendance qu'on observe, c'est qu'on va plutôt vers ce mode-là que vers les temps modernes. Voilà. Ouais, et après, voilà. Et moi, pour rebondir du coup sur la notion très pratico-pratique de l'évaluation de la performance, moi, j'ai bossé en début de ma carrière chez Procter & Gamble, donc il ne peut pas être consacré comme une start-up, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes à travers le monde. Alors, ils n'étaient pas organisés en feature team, mais voilà, il y avait un peu cette notion
ils essayaient quand même de mettre de la transversalité, de faire des équipes produits avec dedans des différentes compétences. Ils allaient chercher des comptables, des marketing. Et derrière, l'évaluation de la performance individuelle, en fait, était basée sur une évaluation à ce qu'ils appelaient 360 degrés. Ça veut dire que c'était les membres de votre squad et des gens avec qui vous étiez en interaction. Donc, il y avait, je crois que de mémoire, on avait 5 personnes. On choisissait, avant les entretiens d'évaluation, l'idée, c'était de soumettre pour validation une liste de 5 personnes avec qui on bossait. Dans ces 5 personnes, il y avait des gens de l'équipe et des gens d'autres équipes avec qui on bossait au quotidien. Et c'est en fait, voilà, donc on évaluait, c'était une évaluation à 360 degrés. Et du coup, derrière, le manager récupérait des feedbacks. Donc lui, déjà, le manager avait quand même gardé quand même un lien opérationnel avec chacun des membres de son équipe, même s'ils n'étaient pas au quotidien sur les mêmes open space, sur les mêmes, voilà. Il avait, lui, ce lien déjà avec ses salariés. Et derrière, pour justement travailler sur ses évaluations et les entretiens d'éval, eh ben, il avait le compte-rendu des entretiens de, voilà, des parties prenantes, on va dire, enfin, voilà, des salariés, enfin, voilà, des évaluations vraiment faites par les collègues, les subordonnés, un manager de l'équipe d'à côté avec qui on travaille régulièrement. Alors, ça a ses travers aussi, hein, parce qu'il y avait des travers de copinage, il y avait voilà, du coup, il y avait des comportements un peu de copinage, on va dire copinage, faillotage. C'est pas la solution parfaite, c'est pas la, mais voilà. Ça peut être une des réponses pour dire, bah, je décentralise un peu mon équipe, je l'éclate, mais je garde quand même un peu de contrôle et il faut que je sois en mesure de collecter du feedback pour derrière pouvoir évaluer et juger la progression, la performance de mes collaborateurs. Ça peut être une réponse. Mathieu, je vois l'heure qui Ouais, est voilà. passée. Je voudrais qu'on puisse rendre la Ok. main à Pierre-Antoine et Ok. qu'Adrien puisse faire sa Ok. présentation lui aussi. Alors, très rapidement, du coup, je fais la transition. avec le Je dernier propose slide. qu'on en reste là, Mathieu, parce que Ok. sinon, c'est vraiment Ça trop pénalisant pour Oh, Adrien. désolé, Adrien, je t'ai pris tout ton temps. Non, mais merci beaucoup, messieurs, là, pour cette présentation qui est super. Et ce qui est toujours intéressant, effectivement, c'est de voir que des frameworks comme Spotify ou même Safe et autres questionnent toujours dans leur logique, dans leurs principes, qui généralement, sur le papier, sont toujours très bons, très intéressants. Dans la pratique, de passer d'un modèle à l'autre, ça pose toujours énormément de questions. Euh, voilà, bon, je pense que sur la partie notamment responsabilisation des équipes, c'était aussi un de tes points, Gilda. Je pense qu'on va pouvoir passer la main à Adrien, qui justement fait un focus dessus. Alors, peut-être pas uniquement dans le cadre 3.0 ou Agile, mais ça, c'est un des éléments, c'est la responsabilisation des collaborateurs. Et donc, sans transition, Adrien, et vous m'excusez, je suis désolé pour le début de session, j'ai une arcade fichue, donc c'est pas c'est celle d'un enfant. Et du coup, je vous ai projeté directement dedans sans faire d'introduction ni de tour de table. On verra si on a un petit peu de temps pour finir le tour de table, mais on laisse la main à Adrien dans un premier temps, dans un second plutôt. Oui, merci Pierre-Antoine. Nous, ce qu'on espère, c'est surtout que ça va bien. Une arcade, c'est jamais top, mais bon, ça laissera peut-être des jolies cicatrices pour faire le cake auprès des copains après. Ça marche toujours aussi. Que je te remercie. Effectivement, moi, je vais plutôt le faire sous format d'un Rex. J'ai posé un certain nombre de choses sur le papier, sur un Rex autour de la responsabilisation et sur un sujet en particulier, parce que je me suis dit qu'on avait le temps dans l'année de toute manière de les aborder. Avec le management 3.0, on voit bien qu'on pourrait en faire finalement toute une série d'ateliers autour du sujet. Moi, sur un Rex autour du sujet de la responsabilisation, du copartage, en tous les cas, de l'information, de la responsabilité autour d'un sujet qui est le budget de la DSI. Gilda, qui effectivement m'a phagocyté un petit peu de temps, mais j'ai l'habitude, l'a évoqué tout à l'heure, justement, sur un des points relevés. Et donc, c'était quelque chose sur lequel voilà, je voulais faire un retour, un Rex, savoir vos retours aussi à vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu sur le sujet, puis qu'on en parle bien évidemment ensemble. Et puis, je trouve que c'était très complémentaire, ou en tout cas très opposé à un périmètre management 3.0, donc du coup très enrichissant de prendre des prismes un peu différents de cette gestion d'équipe ou de prisme. Alors moi, je l'ai pris parce que le sujet du budget, c'est un sujet qui est finalement globalement assez chasse gardée du DSI. Hein, on évoquait des sujets de responsabilité, de management, de pilotage, et souvent, en tous les cas, dans les structures plutôt PME-ET, c'est souvent chasse gardée du DSI, pour qui c'est une charge aussi très importante de pilotage régulière, un vrai enjeu de pilotage avec les directions, mais aussi quelque chose d'assez complexe. C'est une matière qui est souvent assez mal aimée, mal maîtrisée par les équipes, les managers, les chefs de projet.
les collaborateurs au sens de l'euro, hein. Et puis parfois aussi, on se rend compte que dans certains cadres, notamment culturels en France, parler d'argent, c'est pas toujours très bien vécu. Et c'est important. Et du coup, à la DSI, on retrouve aussi souvent une image, en tout cas, qui existait encore et qui, je trouve, existe beaucoup, même si ça a beaucoup changé, sont de centre de coût, hein, plutôt que centre de profit. Management 3.0, je trouve qu'on est très tourné vers une notion aussi de centre de profit, hein, d'optimisation, de performance. Comment est-ce qu'on est performance au bénéfice de la structure de l'entreprise? Il y a un côté très arriériste, hein, dans ce que je dis, mais qui malgré tout est très vrai. Nous, on le constate au quotidien chez Abraxio. Or, si on reprend cette notion de budget, le budget, il est central, hein, à la DSI. Hein, tout est budget. Il est souvent le prisme par lequel la direction va entériner des choix et des arbitrages, en tous les cas dans une forme de structure assez classique, pour l'année à venir, voire sur des schémas directeurs à 3 ans. Et donc impacter le quotidien des équipes sur le moyen, voire le court, sur le court, voire le moyen terme. La maîtrise en est du coup, moi je trouve d'autant plus stratégique pour les DC comme ces managers, pour leur capacité finalement à le mettre à disposition en gestion des équipes, que ce soit dans une méthodologie de gestion de projet, mais donc du coup d'impact budgétaire, parce que même si on fait des itérations, même si on fait de l'agilité, tout ça, si on compte des points derrière ou on compte des jours hommes et donc on compte des euros, potentiellement. Et donc du coup, ça a forcément un impact in fine sur l'activité de l'équipe elle-même. Donc, si on fait un petit état des lieux, le budget de la DSI, il est piloté globalement dans Excel, hein, dans 98% des contextes de PME, de TI, par un unique acteur, principalement le DSI, son assistante ou des très très proches, constitué souvent de matière autodidacte, en ayant récupéré, j'en ai eu encore un ce matin, récupérer le budget du DSI prédécesseur, et puis on a gardé la structure, et puis on l'a fait vivre, et puis il y a des colonnes parfois qu'on alimente, on ne sait plus trop pourquoi, comment. Et puis réviser de manière itérative, absolument pas Achille pour le coup, de manière itérative 1 à 4 fois par an avec la DAF, la DG, la COMEX, et puis on redescend tout ça aux équipes et potentiellement une fois de temps en temps, et on ne comprend pas bien la matière. Du coup, les conséquences de ce mode de fonctionnement, c'est assez simple, hein. Seul le DSI maîtrise bien le fonctionnement de ce fameux fichier Excel généralement, et sa construction. La délégation et le partage du coup aux managers de la DSI, aux responsables, aux chefs de projet sont très complexes. Le collaboratif bien souvent impossible autour de cette manière-là, voire refusé. Hein, les managers qui ne maîtrisent pas bien le fichier ou les chefs de projet, sa construction, les impacts de ce qu'ils pourraient y faire dedans, ils n'ont pas trop envie d'y toucher, pas trop envie de travailler dedans parce que le risque, surtout en plus dans des Excel, de venir casser une colonne, casser une formule, casser quelque chose, on n'a pas bien envie quand c'est le fichier qui est monté par la DAF et par le DSI. Le DSI, s'il le fait bien, si les chefs de projet ou les managers s'y attellent, ils passent son temps à faire du contrôle, hein, des erreurs, des modifications, de contrôler les choses qui ont pu être faites dedans. Du coup, on est très très loin de l'agilité. Et puis dans le temps, vont s'instaurer en plus X versions du fichier, la version V0, la version V1, V2, l'arrêté, la copie de sauvegarde, la version arrêté du budget N-1, et personne ne sait jamais vraiment trop de quelle version il faut repartir. Donc, du coup, ça complexifie énormément ce collaboratif autour de cette matière, qui est pourtant, encore une fois, une des matières vivantes et de base de toute direction, hein, parce que tout est budget, encore une fois. Du coup, la communication autour de tout ça reste assez épisodique, assez nébuleux aussi, et donc, du coup, ça en fait une matière qui parfois est assez floue pour les équipes, et donc, du coup, qui pourtant a un impact réel, hein, et durable sur leur tenue et dans l'implication dans le temps. Hein, donc, j'ai peut-être pas beaucoup aujourd'hui de support, j'aimerais bien poser tout ça sur le papier, mais pour vous montrer un exemple, hein, là j'ai récupéré un exemple parmi tant d'autres de fichiers Excel de budget, hein, avec voilà, un fichier X sur lequel j'ai anonymisé des choses, mais j'ai un budget avec le budget, les forecasts par équipe, par entité, ce qu'on veut. Et puis après, derrière, j'ai un bon fichier Excel qui est très bien constitué pour celui-ci, hein. Des domaines avec des fournisseurs, des descriptions, mais on a des contextes. Est-ce que j'immobilise ou pas les choses? Donc là aussi, on perd des gens très rapidement. Le budget, on est obligé de se faire des colonnes pour faire voilà, les forecasts ou les arrêtés trimestriels, hein, les révisions finalement budgétaires. Des notions de check pour savoir aussi parce que comment est-ce que ça c'est valide ou pas valide à quel moment, etc. Et puis ça, au regard de ça, il va falloir aussi suivre la conso des jours hommes de nos partenaires, de nos prestataires, les faire du ligne à ligne, etc. Et donc du coup, ces fichiers-là, hein, qui sont qu'un exemple parmi tant d'autres, va nous permettre de découler sur des tableaux croisés potentiellement et des suites de conso, mais mettre des collaborateurs, des chefs de projet, des managers dans cette matière-là
c'est extrêmement difficile, extrêmement complexe, extrêmement risqué pour la direction, pour le DSI ou autre. Et donc, du coup, c'est assez peu fait. Pourtant, de ce que je disais, par rapport à tout ça, pour moi, tout le monde de la DSI peut avoir un impact sur l'optimisation du budget. Donc là, on redescend aussi à la responsabilisation des gens, quel que soit le niveau. Je disais que tout est budget, mais tout le monde a vraiment son impact. Donc, comment est-ce qu'on engage les équipes sur ce terrain? En tous les cas, engager les équipes sur ce terrain-là, de leur faire comprendre la matière, de les mettre dedans, de trouver le moyen de le faire, de les impliquer. C'est le meilleur moyen de tenir son budget, déjà de se dire que tout coûte de l'argent et les gars, on est tous impliqués dans le même bateau. Si on a 1 million, 3 millions, 10 millions d'euros de budget, on y a tous les moyens de le tenir, mais aussi d'optimiser son utilisation. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de le tenir, mais c'est d'accompagner aussi la prise de conscience des coûts IT au sein des équipes métiers. Tout ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils veulent faire, c'est un coût potentiellement ROI. De diluer, de maximiser la maîtrise des coûts de fonctionnement, ça on va reparler, les coûts de fonctionnement, et de sensibiliser à cette notion de ROI. Et de faire prendre conscience aussi finalement, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être vu de manière très positive, de la valeur de l'activité des collaborateurs, de la valeur de l'activité des chefs de projet, de la valeur de l'activité de ce qu'ils produisent au quotidien pour l'entreprise, alors soit en coût, mais aussi en valorisation pour l'entreprise. Lorsqu'on livre une nouvelle itération d'un produit, si ça permet de faire X euros de chiffre d'affaires, qu'il ait coûté 50 000 ou 100 000, s'il rapporte 500 000, forcément, c'est une vraie raison d'être. Et donc, du coup, c'est aussi un vrai levier de satisfaction pour les équipes. Donc, quand on parle de budget, on parle de quoi, finalement? On parle d'un budget qu'on va appeler généralement un budget de run, un budget de fonctionnement, ce qui permet de faire tourner la baraque, si je peux le dire ainsi, ce qui permet de faire tourner la maison. Donc, c'est un budget au global annuel de run, des projets déjà engagés, les itérations qui sont déjà courantes et qui vivent dans le temps, et puis des nouveaux projets à venir ou des nouvelles itérations à venir dans l'année. Parce qu'un budget, c'est souvent un budget qui est annualisé, qui ne peut pas être glissant, il est lié à la vie financière de l'entreprise. Donc ce budget de run, si on découpe les trois, run, projet engagé, nouveau projet, c'est ce que je disais, c'est toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et du SI en marche. C'est la partie souvent immergée de l'iceberg, mais qui représente souvent entre 40 et 70%, 80% dans certains cas assez rares, mais qui sont vrais du budget de la DSI. Donc, c'est absolument gigantesque. C'est tout le matériel, le logiciel, les télécoms, le renouvellement de parcs de maintenance, etc. Et donc, en gros, tout ce que l'entreprise a besoin pour fonctionner aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a peu d'impact normalement, mais qui a aussi souvent mauvaise presse, qui est la partie immergée, comme je le disais, donc assez peu visible des utilisateurs finaux de la direction. C'est souvent de se dire ça coûte tant et ça on ne le voit pas parce qu'en fait c'est un peu comme la SNCF, on voit toujours les trains qui arrivent en retard mais pas ceux qui arrivent à l'heure. Le fonctionnement récurrent d'une DSI est considéré comme étant normal, ça tourne, c'est censé tourner. Et donc il est difficile de travailler dessus, mais clairement engager les équipes dès ce niveau-là, c'est important, voire essentiel. Parce que sauf surprise, notre budget il n'est pas extensible. Et si on veut faire plus de choses, ou en tous les cas des choses potentiellement plus intéressantes, trouver des leviers d'optimisation de ce récurrent, c'est absolument indispensable. Et qui le maîtrise le mieux? Personne d'autre que les collaborateurs, les chefs de projet, les managers de domaine, qui maîtrisent parfaitement leur technologie, leurs outils, leur connaissance des clients internes et qui vont être capables d'aller renégocier correctement un contrat. Parce que l'acheteur, c'est très bien, ou la direction juridique, mais il n'y a rien de mieux qu'un manager d'infrastructure pour aller renégocier avec Azure la proportion de la proportion de leur souscription Azure ou le coût des licences SQL Server, parce que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il en achète, qu'il connaît parfaitement son parc, etc. T'embête, Adrien, désolé, je vais encore t'interrompre. Oui, je suis d'accord, mais ça présuppose que les collaborateurs ont envie de travailler sur le budget. Or, clairement, un collaborateur, si tu lui dis t'es gentil Coco Azure, ça coûte 4 fois trop cher, va-t'en me chercher un autre prestataire que tu connais pas, que tu n'auras pas le même niveau de service, tu penses bien que ton chef de projet, il va t'écouter avec un intérêt très significatif, sauf si tu utilises des versions coercitives pour le manager. Soyons clairs, je connais ton outil, il est très bien derrière. Ma question par rapport à ça, c'est comment ces outils peuvent aider les managers, alors certes à partager, et après c'est du vrai travail managérial, les sujets, ce que tu dis, le fait de au moins présenter le budget et de mettre à disposition le budget des uns des autres, alors que jusqu'à présent, globalement, ça arrange bien les chefs de projet de ne pas savoir le budget, parce que comme ça, ils n'ont pas à s'en soucier, c'est la faute du DSI. Mais en quoi est-ce que ces outils peuvent ensuite être découplés vis-à-vis du management pour justement en faire un vrai axe de management?
Alors, l'objectif pour moi, ce n'était pas de rentrer tout de suite effectivement dans l'outil ou autre. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est très vrai. Bon, on l'a vécu, moi je l'ai vécu. On a une expérience d'ailleurs commune dans une grande entreprise où moi je le vivais beaucoup avec d'une certaine manière. Dans une autre précédemment aussi, où c'était l'outil n'est pas une fin en soi, mais par contre, c'est un bon moyen déjà de plus avoir d'excuses, parce que nous, globalement, et pour être transparent, la plupart, souvent, c'est l'excuse, c'est « Ah non, mais je ne comprends rien au fichier, je ne comprends rien à votre moyen, je ne veux pas y toucher, je veux surtout rien casser », donc du coup, de se défausser du sujet. Ça, c'est une première chose. Ou alors, c'est dans des structures plus grosses d'avoir une direction, un CEO Office qui s'occupe de tout ça, et donc qui nous fait des petits reports une fois de temps en temps, et en gros, en fait, les gens, c'est pas mon argent globalement. On est plutôt bon dans la consommation à 6 mois, bah, c'est bon, je referme le fichier et j'arrête. On n'est pas dans la responsabilisation. Le fait de la responsabilisation, c'est effectivement si on a un moyen qui est efficace au quotidien de le déléguer, bah, déjà on amène la rassurance à la direction et aux équipes d'avoir un outil qui leur prémâche le travail et qui leur permet d'avoir un outil qui est compréhensible, une vue qui est compréhensible, alors soit par projet, déjà pour démarrer, ou par périmètre d'activité. Quand on parle du run, c'est avoir une enveloppe, lorsqu'on parle de la data, mais une enveloppe dédiée à la data, parce que souvent les budgets ils sont aussi montés en fonction de l'organisation financière, contrôle de gestion, référence comptable, comptabilité, etc., qui est une marche bien trop haute, parce que souvent les équipes, en fait, elles n'ont pas du tout cette maturité-là, ils ne les maîtrisent pas. On leur a souvent jamais parlé, puis tout d'un coup, on leur on parle d'OPEX, de CAPEX, de compte comptable, de nature comptable, ils sont paumés. Quand on leur présente le même budget, mais dans une vision purement organisationnelle équipe, projet, bah là, tout de suite, ça leur parle. Ah, ok, moi, je suis dans la data, ok, j'ai des licences ClickView, j'ai des licences ETL, etc. Et que la personne ne vienne pas nous dire je ne maîtrise pas ces périmètres-là. C'est pas possible qu'un mec qui fait je sais pas, du talent ne sache pas dire ok, on est 4 à faire du talent et comment est-ce que l'outil évolue, etc. Ou alors, on a un problème à ce moment-là plutôt de management, d'envie du collaborateur de progresser, de continuer sur sa techno. Et on en revient d'ailleurs à la boucle du management 3.0, de l'implication dans les projets et dans son quotidien au travers de sa technologie et ce qu'il en fait dans sa maîtrise pour l'entreprise. Est-ce que vous diriez, et je pose aussi la question à Christophe Monnier et à Mathieu Truchot, qu'une des clés de ce management 3.0, c'est la diffusion de manière compréhensible, ergonomique et facilement accessible d'informations soit organisationnelles, soit financières, pour justement éviter les contraintes du taylorisme et du 2.0 qui est tu fais ça, tu n'as pas à comprendre, vas-y tu le fais. C'est ça en fait le critère discriminant. En tout cas, ça participe. Tout à l'heure, on disait dans le management 3.0, la grosse différence, c'est on donne les connaissances et on donne le pouvoir. Et effectivement, les informations font partie du transfert de pouvoir. Si on dit à quelqu'un tu es responsable de la négociation avec l'éditeur logiciel, mais qui ne connaît pas les coûts des 3 dernières années, qui ne connaît pas ses marges de manœuvre pour négocier, qui ne sait pas, effectivement, il ne va pas y aller. Il va rester tranquillement dans son bureau en attendant que son DSI lui dise ce qu'il faut faire ou pas faire. Par contre, si vous lui transférez, alors je ne sais pas, je ne connais pas assez l'outil d'Adrien, mais s'il a les éléments financiers, les éléments en termes de SLA, etc., et je pense, enfin, en tout cas, l'exemple d'Adrien me paraissait très parlant, de déléguer, pas forcément entièrement, mais qu'un acheteur ou qu'un DSI délègue une partie de la responsabilité de la négociation à un responsable opérationnel parce que lui connaît sur le terrain ce qu'il faut comme option, ce qu'il ne faut pas dans Azure, ce qui sert à rien. L'acheteur, il n'en sait foutre rien. Je trouve que c'est un excellent exemple de transfert de responsabilité. Après, effectivement, je suis d'accord, Gilles, il y a peut-être des opérationnels qui vont dire non, ça, ce n'est pas mon métier. Bon, bah, ok, dans celui-là, il est perdu pour la science, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y en a une grande majorité d'opérationnels qui vont dire ah ben, on me donne des responsabilités, on me donne les moyens, on me donne les infos, j'ai un tableau de bord, je ne sais quelle source d'information fiable, et on me donne une partie du pouvoir pour aller renégocier. Après, je ne pourrais plus me plaindre, effectivement, puisque si j'y vais pas, un acheteur négocie pour moi un truc qui me sert à rien et qui coûte une blinde, bah demain, l'année prochaine, je ne pourrais pas me plaindre que je n'ai pas le produit que je veux, puisque je n'ai pas participé à la négo. Donc je pense que c'est effectivement donnant-donnant. Je comprends que le manager puisse avoir peur de donner ce pouvoir. À titre personnel, j'étais comme ça aussi. Je dis finalement, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je ne délègue pas? Et en fait, le retour sur investissement est énorme, en fait. Quand on délègue et quand on donne, des fois, on est déçu, mais rarement, en fait. Et souvent, on est surpris et enchanté. Donc, effectivement, il faut faire le premier pas. Et les managers intermédiaires dans le management 3.0 sont
totalement déboussolés parce qu'en fait, ça remet en question des choses qui datent depuis 150 ans. C'est-à-dire, on leur donnait les clés, le pouvoir, et à eux d'en faire le mieux. Maintenant, en fait, on dit non, j'ai des managers, j'ai des gens dans mon équipe. Qu'est-ce qu'ils savent faire mieux que moi? Ben là, par exemple, la négociation sur l'abonnement Azure, je suis sûr que l'opérationnel est meilleur que le manager pour faire la négo. Ça ne veut pas dire qu'il a toutes les clés, mais avec un acheteur à côté, je pense qu'ils vont faire une bonne négo. Donc oui, Gilda, effectivement, donner l'info, c'est aussi donner une partie du pouvoir. Si on donne que le pouvoir sans information, effectivement, ça va pas suffire. C'est mon point de vue. Oui, puis le point sur lequel je voulais en venir, c'est que donner l'info, donc du coup, c'est potentiellement avoir les moyens de bien la donner et donc du coup de la décliner. J'évoquais tous ces sujets de budget de fonctionnement ou autres, ils sont intimement liés au budget de projet, donc du coup à ce qu'on alloue au projet, parce que c'est ce qui reste aussi, ce qu'on est capable de faire. Mais le fonctionnement du projet, il est intrinsèquement lié au fonctionnement des outils, au fonctionnement des licences, des abonnements, etc. Et l'optimisation de l'un permet de libérer potentiellement une enveloppe budgétaire supplémentaire pour aller faire plus de projets. Et donc, du coup, ce cercle vertueux qui se met en place l'est pour le chef de projet. Alors, je parlais du collaborateur. Alors, c'est peut-être là où on ne s'entend pas toujours. Le collaborateur final, ce n'est pas toujours lui qui est responsable du budget. C'est le chef de projet aussi est responsable de ses budgets de projet. Le manager a bien sûr son enveloppe de son équipe. Mais s'il implique tout le monde ou il essaye d'impliquer tout le monde, forcément, il en retire des bénéfices. Je te dirais que le premier impliqué, c'est déjà lui. Et en fait, nous, ce qu'on voit beaucoup, et moi, ce que j'ai vécu, et ce que j'ai beaucoup vécu, et ce que je vois beaucoup aujourd'hui, parce que voilà, effectivement, au travers de l'activité d'Abraxo, j'en suis à 350 DSI vus, échangés, ou qui utilisent notre plateforme aujourd'hui, c'est que beaucoup de managers ne sont déjà pas impliqués à ce niveau-là. Donc, forcément, le niveau en dessous, là, encore moins, hein, parce que si il y a le DSI et le manager en dessous qui est déjà là, maîtrise pas ou peu son propre budget de direction, ou en tous les cas d'équipe, bah, autant se dire qu'en dessous, à part dire au chef de projet, tu tiens ton budget de projet dans le cadre de ton projet à toi, bah, on ne fait pas plus. Bah, il y a déjà ce premier niveau qui, lui, va après, est censé du coup diffuser ces éléments dans la suite de son équipe. Et un responsable d'infrastructure, un responsable data, un responsable digital, qui est capable de bien maîtriser son budget, de savoir ce qu'il en retourne, quels sont ses leviers d'optimisation, d'aller chercher son collab ou son chef de projet en lui disant hey, là-dessus, il y a peut-être un truc à faire cette année si on le fait. Non seulement ça sera positif pour notre budget, mais en plus, ça nous libérera 5 euros, 10 euros, 30 euros, 50 euros pour faire plus, une itération supplémentaire peut-être parce qu'on ira chercher des partenaires supplémentaires. Ben là, forcément, on crée un cercle vertueux où le chef de projet il va se bouger, où le collaborateur il va trouver des solutions, où il va peut-être même d'ailleurs lui-même, en maîtrisant mieux son budget, écouter les collabs dans leurs propositions techniques de mise en place, parce qu'il va peut-être se dire, effectivement, sur ma souscription, je ne comprends pas, maintenant je maîtrise mieux mon coût de souscription Azure, je vois qu'on en a pour 25 euros par an, les gars, je ne comprends pas. Ah oui, mais attendez, moi j'ai une idée, on pourrait faire ça, on pourrait mettre de l'élasticité ici, on pourrait faire ci ou ça, et ça c'est le collab, c'est le technicien, c'est l'opérationnel qui le maîtrise sur le manager. C'est le terrain, tout à fait. Voilà, c'est le terrain, et ces leviers viennent du terrain, et après ce que fait le manager, c'est qu'une fois que les leviers sont mis en place, il donne l'information, et si tout le monde voit en même temps une souscription Azure qui, dans le temps, au bout de 6 mois, fait la dégringolade de 20%, tout le monde est capable de s'en féliciter, de se l'approprier, et donc d'être fier du travail qu'on a accompli ensemble, hein, tout simplement. Je pense que c'est là où il y a un vrai levier de participatif. Mais déjà, le premier sujet, c'est effectivement de le communiquer simplement et d'avoir les bons moyens pour le communiquer globalement, parce que c'est souvent de là d'où part le sujet.